qui est un exercice très classique sur le virage relevé. Et donc la question de base, hein, c'est pourquoi on fait des virages relevés dans les voitures. Alors, en fait, la question, on peut se la poser très simplement, c'est parce que le problème qui se passe, c'est qu'on a le problème qu'on a avec un virage, avec une voiture, c'est que finalement, si on n'a absolument pas de virage relevé, si on n'a pas, on va d'abord regarder le problème sans frottement. C'est que si vous avez une voiture qui roule comme ça, on va supposer qu'elle tourne comme ça, ben, ça peut pas marcher. Pour une raison extrêmement simple, c'est que vous avez ici, bon, le poids, ça, il est comme ça. Vous avez une accélération qui va diriger vers le de la trajectoire. C'est l'accélération normale qui est ici. D'accord. Mais le gros problème que vous avez, c'est que, alors vous avez éventuellement la réaction de la route, mais qui va être perpendiculaire, ici. Et vous voyez que si vous faites somme des forces égale m1, vous avez un petit souci. Parce que si vous n'avez que cette force-là, d'accord. D'ailleurs, est-ce que vous voyez ou pas? Je vous dis une bêtise. Oui, vous voyez mon écran quand même. Attendez, il faut que je l'affiche en mosaïque pour que je vois. Ici. Alors, lui, si on a un mètre. Hop. Je pense que le bouton, ça n'a pas marché. Voilà. Donc, si vous avez ici. Donc, si vous êtes complètement. Si vous avez aucun frottement, ben vous voyez que ma voiture, vous ne pouvez rien faire, elle va forcément partir par là. Et ça, vous n'y pouvez rien. Alors pourquoi? Parce que sur l'axe X, vous voyez que simplement, vous n'arriverez jamais avec un système comme ça à avoir l'accélération qui est compensée par les autres forces, parce que vous en avez une qui est horizontale et les autres qui sont verticales. Donc l'idée simplement du virage relevé, c'est que si maintenant je relève un petit peu, je mets tout sur une pente, eh bien ce que je vais avoir maintenant, c'est que je vais avoir la voiture qui va être penchée, comme ça. Alors R, il va toujours rester dans ce sens-là. L'accélération, elle va être comme ça. Mais comme le poids, lui, reste évidemment vertical, ce que vous voyez, c'est que du coup, la projection du poids sur l'axe ici, qui va être sur cet axe-là, vous voyez que maintenant, la projection, elle est dans la même direction que A. Et vous voyez que si je penche assez mon angle ici, ma route, ben, progressivement, je vais arriver à ce que mon poids, il compense complètement l'accélération qui est horizontale. C'est-à-dire qu'à la limite, je peux même avoir un système où le poids devienne plus grand que l'accélération à l'horizontale et que ma voiture se mette à glisser, si vous voulez, vers l'intérieur. Ok. Donc ça, c'est simplement ça, le principe du virage relevé. Attendez, qu'est-ce que vous me dites? Attendez, j'ai 7 personnes. Il y a un écho. Alors, il faut que je mute tableau. Tableau, alors attendez, il est où, machin. Il faut que je le mute. Ça, c'est une très bonne chose. Mais voilà. Là, il n'y a plus d'écho. Putain, ça, c'est une bonne nouvelle. Pour moi, c'est mieux. Est-ce que quelqu'un peut parler pour voir si j'entends mieux sans écho? Ouais, c'est bon, j'ai plus d'écho. C'est une bonne idée de. Ça, c'est très bien. C'est une bonne idée de couper l'écho. Parce que ça nous est. Ouais, non, je vous entends. Puis surtout, moi, j'avais coupé le son parce que j'avais l'écho aussi. Comment ça, vous voyez pas le tableau? Comment ça, vous voyez pas le tableau? Je le partage normalement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Partager l'écran. Ah oui, non, mais parce que j'ai pas donné. Attendez, normalement, il faut que partager simultanément. Alors, attendez. Comment se fait-il que vous voyez pas l'écran? Monsieur? Ouais. Si vous voyez pas l'écran, vous n'avez pas pu comprendre grand-chose, forcément. Allô, monsieur? Oui, oui. Je vous écoute.
Alors, si vous voyez pas l'écran, forcément, vous n'avez pas suivi grand-chose de ce que j'ai raconté. Il y en a qui m'entendent là ou pas? Moi, j'entends. Ouais, c'est bon, apparemment, là. Attends, frérot, t'inquiète. Bon. Oh, 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 pourquoi vous n'entendez pas? Pourquoi vous n'osez pas partager l'écran? Ma fenêtre Zoom, elle est là. Donc, ce que j'expliquais, c'est que quand vous prenez un virage à plat ici, d'accord? Donc, hein? Si vous prenez une voiture comme ça sur la route, ok, qui roule, elle tourne vers la gauche, la voiture, ok. Si vous regardez les forces, vous avez la réaction qui est là, vous avez la pesanteur qui est là, et l'accélération qui est vers le centre. Ok, c'est bon pour tout le monde. Et puis la relation fondamentale de la dynamique vous amène que somme des forces égale ma. Si vous regardez, vous n'arriverez jamais à satisfaire cette relation pour une raison simple, c'est que ça c'est vers le bas, ça c'est vers le haut. La somme de ce vecteur plus ce vecteur, vous arriverez jamais à ce que ça fasse un vecteur à l'horizontale. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est pas possible. Par contre, si vous inclinez votre voiture, vous voyez que ici, vous avez ce vecteur-là, il reste comme ça, c'est la réaction. Mais le poids, comme il est vertical, il devient comme ça. Et quand vous regardez la somme des forces, vous voyez que le poids, il commence à avoir une composante qui est dans la même direction que l'accélération. Donc ça devient possible d'avoir somme des forces égale ma. Et si ça ne suffit pas, vous inclinez encore plus votre pente ici, et vous voyez qu'à ce moment-là, la composante selon ce vecteur de mg peut arriver à compenser le poids, voire même à aller plus loin, et donc vous pouvez assurer somme des forces égale ma. Donc le principe du virage relevé, c'est que c'est la composante du poids selon cette direction qui va pouvoir faire exactement la même longueur que l'accélération centrifuge, voire même la dépasser. Donc vous pouvez avoir un objet, quand vous êtes sur un virage relevé, si vous ralentissez, vous tombez vers l'intérieur. D'accord? Est-ce que tout le monde a bien compris le principe de ce petit jeu? Donc en fait, l'idée, c'est qu'on va regarder simplement somme des forces égale ma, et on va calculer, si vous voulez, si je trace un trait ici, j'ai ici l'accélération qui est comme ça, j'ai ici un angle, quand j'incline ma voiture, j'ai ici un angle mg, donc j'ai un angle θ ici. Le θ, il se récupère, là où c'est qu'il se récupère le θ, sauf erreur de ma part, il se récupère ici. Et en fait, ici, j'ai la projection comme ça. Alors c'est super mal dessiné, ma projection n'est pas du tout comme ça, elle est comme ça. D'accord? Et le seul jeu que je vais faire, c'est que je vais imaginer que je tourne cet angle-là. Ce truc-là, il va avancer dans cette direction, vous êtes d'accord? Si je tourne mon angle, la projection va avancer dans cette direction. Et tout ce que je vais faire, c'est que je vais calculer à partir de quel moment ce point-là arrive ici. Okay? Et là, je suis à l'équilibre. Alors, je vais vous le faire en plus gros pour le faire bien. Donc, je prends ici mon truc, un grand virage, avec un grand angle θ, ici. Et puis, une petite voiture qui est là. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Une petite voiture. Alors, je ne peux pas la faire pencher. Alors, il n'y aura pas de petite voiture rectangulaire. D'accord? Donc, les forces. Ici, la réaction R. Ici, le poids mg. Alors, attention, là, il y a une vision à 3D à avoir. Il ne faut pas se replanter là-dessus. L'accélération, elle est comme ça. Ok? Ça, faites bien attention. Il y a beaucoup de gens qui vont la mettre dans cette direction-là. Non, l'accélération, elle est bien vers le milieu. Ok? Alors, l'angle θ, ben, on vous dit qu'il est là. Alors, c'est pareil, si vous faites un peu si vous fatiguez un peu la tête, vous verrez qu'en fait, il est là. Et si θ est là, ben, θ, il est là. Voilà. Bon, donc ça, c'est toujours la même chose hein, dans ma méthode favorite. Ça, c'est la partie 1. Je fais un gros dessin avec les axes. Partie 2, j'enlève tout ce qui ne relève pas de la physique pure, enfin des maths pures. Donc je vais faire simplement ici un schéma avec ce qui m'intéresse, c'est-à-dire l'axe X et Y
et puis mes vecteurs. Ok, donc je vous le fais vite. Posez des questions, vous êtes largués à un moment. Donc j'ai ici x et y. Donc j'ai vu ça, hein, x et y, je les ai pris là, hein, bien sûr. Peut-être un peu con de l'avoir pris là d'ailleurs. Bon. Donc dans ce repère-là, j'ai MG qui est comme ça, hein. Ouais, d'accord. Et puis j'ai A qui est comme ça. Ok. Et donc dans ce repère-là, j'ai θ qui est là. Et θ, il se retrouve aussi ici. Ok. Voilà. Ça, c'est le petit 2. Enfin, ouais. Pourquoi faire A et Bah, parce que si vous regardez, ce truc-là, cet axe-là, il correspond au truc qui est le long de la pente. D'accord? Donc en fait, si je tourne la tête, si vous voulez, vous voyez que A il part vers le haut par rapport à l'horizontale. à l'inverse? Ça- Ah, vous êtes d'accord, effectivement, je suis planté Y et X, vous avez raison. C'est X et Y. Ça, je me suis trompé, vous avez raison. Ok. Alors la troisième chose qu'il faut faire maintenant, c'est de projeter les axes. Alors on m'a dit que en fait, vous aviez beaucoup de difficultés à projeter sur les axes. Donc, ben, je dirais qu'il faut, ben, il faut que vous travailliez un petit peu ça, hein, parce que c'est, voilà, il n'y a rien de secret là-dedans. Bon, on va pas faire les projections à chaque fois, mais c'est vrai que régulièrement, on a un petit peu des erreurs là-dessus, donc c'est un petit peu gênant. Donc, bah voilà, on va projeter 3 vecteurs, il n'y a rien de génial là-dedans. Donc R, sur ces 3 axes-là, il a pour composante 0, et puis MG cos θ. Ok. Ça, c'est typiquement le genre de truc, si vous voulez, que moi je fais directement parce que ça me paraît assez intuitif. Mais il faut que vous, ça vous semble, attendez, il faut que je mette des. Mais il faut que vous ayez, ça vous paraisse assez rapide de faire ça, hein, ce qui n'est pas toujours. Ah ouais, effectivement. Donc vous me le dites, hein, si vous voyez des gens qui n'arrivent pas à rejoindre. Non, admettre, pardon. Voilà. Et puis on a, dans cet axe-là, on a le poids P. Donc si on regarde ses composantes, le poids P, il a pour composante moins mg sinus θ moins mg cosinus θ. Et puis l'accélération, elle a pour composante moins. Alors, il vous donne quoi comme composante? Euh, On va dire que le rayon, on va appeler alors le rayon de la trajectoire, on va l'appeler L parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que dans tous ces exercices, il y a toujours un problème de notation entre, entre, la, entre le rayon de la trajectoire et puis la réaction du support. Donc ça, faut faire gaffe. Donc je vais appeler L la rayon de la trajectoire, d'accord? Et on la vitesse, donc ça vous fait L au carré, pardon, moins V au carré sur L, et puis ce terme-là, c'est un cosinus θ, d'accord? Et l'autre, c'est V au carré sur L, sinus θ, d'accord? Donc je ne crois pas m'être trompé à ce stade-là. Donc voilà, donc ça c'était le troisième parti, donc on a écrit ça.
Et puis maintenant, alors ce que je vous disais toujours, hein, ces trois parties-là, il faut que vous sachiez les faire. Ce qui vient après, c'est éventuellement un petit peu plus compliqué, donc ça, on va voir comment on le fait. Mais jusque-là, vous devriez tous y arriver. Bien. Maintenant, on va attaquer la résolution de ces équations et on vous demande quel angle il faut pour que ça glisse pas. Ouais. Pourquoi c'est moins v carré sur L cos θ et v carré sur L pour l'accélération? Enfin, pourquoi il y a le v carré sur L, quoi? Ben parce que l'accélération normale dans un mouvement circulaire, uniforme comme ça, c'est v carré sur r. Non? Ouais. C'est tout simplement ça, un mouvement circulaire uniforme. Là, si vous êtes dans un... Si vous revoyez votre cours, mouvement circulaire uniforme, l'accélération AN, c'est v carré sur R, enfin sur L on va dire, enfin sur R si c'est le rayon, s'il vous plaît. C'est un rayon R ici. Et c'est R, L oméga, R oméga 2. Super mal écrit. Vous regarderez dans votre cours ça. Ok? Ça, c'est le genre de petites choses qu'il faut que vous sachiez. Hein, ok? C'est un truc qu'il faut connaître. D'accord? Ça, c'est entre parenthèses. Bon, maintenant, on va écrire simplement, maintenant qu'on regarde un peu ce que ça donne sans rien oublier, c'est un cos θ. De ce côté-là, un moins mg. Côté, on a de l'autre côté, on a quoi? On a un truc. Non, j'ai écrit une bêtise là. J'ai écrit une bêtise. En fait, là, cette composante-là, c'est pas. Composite-là, c'est pas ça, parce accélération, je vais écrire. C'est RY. Simplement R ici. Donc c'est R moins mg cos θ. Les forces, je mets la même couleur, les forces, j'avais mis en quoi en vert? La réaction qui part comme ça. La relation fondamentale de la dynamique, donc ça c'est le quatrième aspect où on dit qu'on va résoudre ces équations. Donc on écrit la relation fondamentale de la dynamique, donc somme des forces égale ma. Donc il suffit moins mv carré sur L, et donc la somme est égale à est égal à m a sinus θ qui est égal à m v carré sur L sinus θ. Voilà. C'est comme ça que cette chose-là se... Monsieur, Mhm. pourquoi vous avez mis sinus J? Sinus quoi? Sinus, oui, θ, excusez-moi. Ok, merci. Bon, alors en fait, nous, ce qu'on cherche dans ce cas-là, euh, c'est particulièrement simple parce que vous voyez que nous, on cherche simplement l'angle θ dans ce cas-là. Et l'angle θ, il apparaît tout bêtement parce que vous voyez qu'il apparaît ici. D'accord? Ici et ici. Donc on n'a même pas trop besoin de s'occuper de la deuxième équation parce que la deuxième équation, elle nous fait intervenir des choses beaucoup plus compliquées dont on n'a pas besoin. D'accord? Donc on va se contenter ici de la première équation qui va nous donner simplement la solution
La première équation donne simplement que tangente θ, d'accord, est égal à V carré sur L fois G. D'accord. Et vous voyez que V carré sur L fois G, vous pouvez vérifier que c'est bien dimensionnellement une sans dimension, puisque le tangente doit être sans dimension. V carré, c'est des mètres carrés seconde moins 2. Et ici, vous avez un terme qui en parle. Alors, je vais vous le faire tranquillement. Ici, c'est dimensionnellement des mètres carrés seconde moins 2. Et ici, dimensionnellement, c'est des mètres fois des mètres seconde moins 1. Moins 2, pardon, c'est l'accélération. Et donc, c'est bien dimensionnellement. Voilà. Donc, quand vous n'avez pas de frottement, c'est l'angle qu'il faut mettre ici pour que votre voiture ne glisse pas. Ok. Alors, ça va devenir un tout petit peu plus compliqué dans la deuxième partie de l'exercice, parce qu'on vous dit maintenant ce qui est réaliste, on vous dit il y a des frottements. Alors, quand vous avez des frottements, vous voyez que l'exercice est le même, sauf qu'ils vont nous aider, les frottements. Puisque tout à l'heure, on était dans le cas où il n'y avait pas de frottement, donc il fallait ici incliner la pente pour que notre pesanteur aille compenser ici l'accélération. Là, on va être aidé par le fait que comme on rajoute une force ici, cette force-là va venir aider la pesanteur pour compenser cette force-là. Donc ça va être un petit peu plus facile. Okay. Donc on va simplement reprendre la même chose en rajoutant cette force, et on va regarder ce qui se passe. Donc je reprends ici mes deux repères. Ici, ils sont devenus verts. Voilà. Et puis je vais mettre ma petite voiture. Et puis je regarde. Mettre les forces en noir, mettons. Donc l'accélération, elle vient comme ça. Je vous dis, ça c'est un des pièges de cet exercice. L'accélération, elle vient bien comme ça. Bon, la masse, elle n'a pas bougé, elle, ça c'est pas un problème. La réaction, on va la mettre toujours comme ça. Par contre, ici, j'ai une force qui apparaît et qui est comme ça. Ça, c'est la force de mes frottements. D'accord. Alors, vous voyez, si les frottements sont suffisants, en fait, bah, j'ai pas besoin j'ai besoin de rien. Finalement, la voiture, elle ne bouge pas. Alors, on va remettre les axes qu'on avait mis tout à l'heure. Alors, il y a deux axes possibles dans ce problème. On peut les prendre soit comme ça et comme ça, soit comme ça et comme ça. Je crois que c'est à peu près équivalent. Donc moi, je les avais mis dans ce sens-là. Donc on va les mettre comme ça. Ça ne change pas grand-chose, à vrai dire. Voilà. Je ne sais plus comment on le fait tourner d'abord. Bref. On va dire que c'est X et Y. Puis je remets mes angles qui n'ont pas disparu depuis la dernière fois. Donc θ est là. Et puis il est aussi ici. Bon. Donc ça, c'était les parties 1 et 2 de mon raisonnement. Donc je vais faire une nouvelle page et puis je vais projeter. Je ne le ferai pas la semaine prochaine. Je le ferai. Action et mes angles sont comme ça. Et les angles. Tous ces trucs. Donc on va le faire tranquillement. Et normalement, il n'y a pas de souci. Hop là.
faire des beaux dessins. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, parce qu'après on a un peu l'impression de faire de la radio. Donc avant que j'envoie la pub, vous le dites. Hein. On est combien en fait? Ah, et il y a Léa Boucher qui va rentrer. Donc on va l'accueillir. J'ai plus de souris. Allô? Voilà, je l'ai retrouvé. Bonjour à Léa, qui arrive. Putain, personne n'a de cam. Hein. Là, j'ai un peu du mal à y croire quand même. Sur les 19 geeks que vous êtes, il n'y en a pas un qui a une cam. Je crois que je vais adopter la technique de certains collègues. Je vais interroger ceux qui n'ont pas de cam. Donc on est là et mes forces aujourd'hui on est un peu en retard par rapport à plus. Donc j'ai toujours la force qui est comme ça c'est ma nouvelle force, hein, c'est du frottement. J'ai l'accélération qui part comme ça toujours. J'ai le poids qui part comme ça. Et puis j'ai la réaction qui part comme ça. Voilà, donc je marque θ, θ, x et y. Et donc j'ai marqué toutes les coordonnées de mes petits vecteurs. On va commencer par A, on va commencer par l'accélération. Donc le vecteur A, c'est comme tout à l'heure, il a moins L. Non, on va pas faire ça comme ça, on va dire. Moins V carré sur L sinus θ. Et puis là, V carré sur L cosinus θ. Ok. Le poids, il a pour composante moins mg sinus θ et moins mg cosinus θ. R, il a pour composante 0 et R. Et F a pour composante. Alors, il me donne un coefficient de frottement, ou je ne sais plus, on va l'appeler mu. Donc, il a pour composante mu R et 0. Donc, mu, on appelle ça le coefficient de frottement. Alors, il y a un truc à comprendre quand même sur ce truc-là, qui est assez subtil. On vous demande F, on vous demande mu, vous avez F. C'est que... Allez, je vais l'écrire un peu différemment. Le coefficient de frottement qui intervient dans ce problème-là, c'est bien le coefficient de frottement statique. Alors ça paraît souvent un petit peu étonnant pour les gens qu'on fasse intervenir ici un coefficient de frottement statique. Or, le principe d'une roue sur une route, c'est bien qu'à chaque instant, le pneu ne glisse pas. Donc il est en contact avec la roue, mais il ne dérape pas sur la route. Donc quand votre pneu dérape, là effectivement, on passe en coefficient de frottement dynamique. Mais tant que la roue ne dérape pas, c'est bien à chaque instant, la voiture est en contact statique. Enfin, la roue est en contact statique avec le sol. Donc quand vous avez quand vous êtes sur un système où on ne veut pas que ça glisse, c'est le coefficient statique qui intervient. Alors c'est bien ça le problème d'ailleurs, c'est que tant que vous êtes en coefficient statique, ça tient bien, mais quand vous commencez à être en coefficient dynamique, le problème, c'est que le coefficient dynamique, en général, est beaucoup plus faible que le coefficient statique. Donc, autrement dit, quand vous commencez à déraper, vous dérapez de plus en plus. D'accord? Et ça fait que vous avez d'autant plus de mal à vous arrêter. Ce qui fait qu'en fait, quand vous
commencer à glisser, il faut relâcher complètement le frein pour que vous repassiez à un moment où votre roue tourne, et là vous êtes à nouveau en coefficient de frottement statique, et en refreinant doucement, vous pouvez reprendre un freinage efficace. Mais si vous continuez à freiner, à bloquer les roues, là vous perdez toute adhérence, et là vous freinez de façon beaucoup moins efficace. Donc c'est ça une des difficultés pour freiner efficacement. Bon, ben qu'est-ce qu'il y a à faire là-dedans? Mais il n'y a pas grand-chose à Monsieur, faire. Ouais. à la toute première question, on dit que la route, elle est gelée. Comment on l'a utilisée, ça? Eh ben justement, on l'utilise parce qu'on n'a pas de coefficient de frottement. Donc, en fait, on enlève le vecteur frottement. Voilà. Si la route est complètement gelée, vous n'avez pas de frottement. Pas du tout de Ok, frottement. merci. Donc, ben là, on va écrire aussi les choses, c'est-à-dire qu'on a moins ben, la relation fondamentale de la dynamique. Ça vous dit que vous avez moins m v carré sur L sinus θ, qui est égal... Hein? T'as un même son dans tous les bureaux. Vous êtes tous connectés là, ça va le truc. Ah, pas toi en fait. Non, mais là, je fais quoi, là? Ah. Donc, moins mv carré sinus θ, faire mon latin. Moins mv carré sur L sinus θ est égal à P. Donc P sur l'axe des X, ça devient moins mg sinus θ. Et puis il nous reste cette fameuse composante qui, elle, apparaît sur l'axe X, qui est plus f. Ok. Et puis sur l'autre axe, on a v carré sur L avec un m quand même, cosinus θ, qui est égal à moins mg cosinus θ plus r. Voilà. Bon, en fait, nous, ce qu'on cherche dans cette histoire, c'est f. Ok. Donc, j'ai oublié un G d'ailleurs. J'ai oublié un G ici. Ok. Donc, en fait, ce qu'on cherche, c'est f. Alors, f, on l'a presque ici, sauf qu'on a r ici. Ok. Alors là, ça devient un tout petit peu mathématique, hein, c'est ce que je vous disais. Donc là, on arrive à la partie 4 de la façon de faire les équations. Donc, on a ici quelque chose qui est f et ici qui est r. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement essayer de sortir, alors simplifier par les m, ou non, même pas, on va garder ça. On va simplement ici écrire que r, c'est f divisé par le mu, où mu est le coefficient statique. Ok. Donc, je vais vous écrire les choses un petit peu différemment. Ok. Donc, on appelle ça l'équation 1 et ça l'équation 2. Donc, maintenant, je vais vous demander juste un tout petit peu de suivre. C'est juste un petit exercice, je dirais, un peu technique, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement, la première équation, je vais la multiplier par moins sinus θ. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Ça me donne m v carré sur L sinus carré θ, d'accord, est égal à mg sinus carré θ, d'accord, moins f, d'accord. Et la 2, je la multiplie par cos carré θ, cos θ, ce qui me donne simplement m v carré sur L cos θ, cos carré θ, est égal à moins mg cos carré θ,
plus, et alors là j'écris que R, c'est simplement F sur mu. Est-ce que tout le monde a suivi? Monsieur, Ouais. dans la première ligne, si on multiplie par moins sinus θ, le F, pourquoi il n'est pas multiplié? Si, parce que j'ai oublié. Vous avez tout à fait raison, j'ai un F sinus θ ici qui apparaît et en bas aussi. Donc vous avez tout à fait raison. D'accord? Bon, là, vous voyez tout ce qu'on veut faire par là, c'est que si vous faites un sin carré plus un cos carré, ça vous fait 1. Donc vous faites la somme des deux. Et vous trouvez simplement que m v carré sur L est égal à mg facteur de sin carré moins cosinus carré plus f facteur de cos θ sur mu moins sinus θ. Voilà, donc vous demandez f, donc c'est ça que vous retrouvez, en gros. Donc ça, c'est bon, le calcul à la fin, il est un peu difficile, hein, il est un peu pénible, c'est pas non plus sorcier. Donc la question qui vous restait, on va avancer un petit peu quand même. Donc la question qui vous restait, c'est si... Ouais, Si on va, enfin, on n'a pas que ça, comment on va pouvoir faire ça? Comment on va trouver la valeur de F, quoi? ben là vous avez f, là. Hein? Vous avez f ici. Vous voulez que je vous Oui, mais l'écrive? F, on va l'exprimer en fonction de θ, non? Bah oui, vous avez f en fonction de θ, là, non? Vous voulez que je l'écrive, c'est ça que vous voulez dire? Je comprends juste pas comment on va avoir une valeur si on n'a pas de θ, en fait. Ah, mais vous n'aurez pas de valeur si vous n'avez pas le θ, ça dépend de θ. C'est évident que ça dépend de θ, parce que quand vous avez votre voiture, si vous avez... Regardez, c'est un calculé tout à l'heure. Si vous êtes juste au bon angle, d'accord? Vous n'avez pas besoin de force de frottement pour tenir. Mais Là, on est à la question de... dans tous les cas, les données, c'est pas Alors, si l'angle est donné, vous pouvez calculer. Ouais, mais l'angle des données, enfin, si je vise le F, je vois pas comment avoir une valeur de F si j'ai pas de θ, quoi. Si vous n'avez pas θ, vous ne pouvez pas donner. Et du coup, comment on va faire la question? Et vous donne θ. Si le virage est relevé d'un angle de 30 degrés, déterminez la force de frottement des roues sur la route nécessaire pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Il vous donne θ. Il vous donne le θ, non, et non, c'est regardez la question 2. C'est bon.
compris le cours du coup. Oui, c'est alpha, pardon, moi j'ai marqué θ. Le principe, c'est que si vous voulez, la force de frottement, c'est celle-là qui va vous permettre de ne pas avoir un θ trop grand. Sinon, il faudrait un θ énorme. Mais ça, je veux dire I donne alpha, Hmm. mais on n'a pas de coefficient de frottement. Non, parce que en fait, ouais, mais eux, en fait, ce qu'ils vous demandent, c'est calculer euh, en fait, F, alors ça, c'est quelque chose que j'ai un petit peu du mal à saisir parce que F ne peut pas ne pas dépendre du coefficient de frottement. Ça, j'ai un peu du mal à comprendre dans cet exercice. Parce que F dépend de la réaction et la réaction dépend de l'angle. Ouais, ok. Alors, la dernière question qui est marrante, c'est que vous pose si finalement, si F diminue, qu'est-ce qui se passe? Si F diminue, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si vous voyez que F diminue, ce qui va se passer ici, c'est que cette force-là va diminuer en fait. Et à ce moment-là, dans quel sens va aller le mobile? Ben, en fait, il tombe vers l'intérieur. C'est-à-dire que si vous avez à un moment le coefficient de frottement baisse, sur un virage relevé, hein, sur un virage relevé, ben, en fait, votre voiture, elle va tomber vers l'intérieur du virage. D'accord? Ça se voit de temps en temps si vous regardez courses américaines, où ils font ça sur des circuits fermés super relevés. Et bien, quand la force de frottement baisse, la voiture a tendance à plonger vers l'intérieur. Ok. Alors, ce qu'ils vous disent quand vous conduisez, ce qu'ils vous disent, c'est de rentrer, euh, de ralentir à l'entrée et d'accélérer ensuite, parce que vous mettez dans un régime où vous avez tendance à aller vers l'intérieur, et quand vous accélérez, vous allez chercher la limite vers laquelle vous allez toucher la limite à l'extérieur, où ça commence à déraper vers l'extérieur, et à ce moment-là, vous allez pouvoir décélérer pour récupérer le mouvement à l'intérieur, vers la limite intérieure. Parce que si vous rentrez trop vite, c'est exactement ce que je vous disais, vous allez vous mettre à déraper, et là, vous n'allez jamais pouvoir récupérer la voiture, parce qu'elle se met à déraper, et là, vous passez sur un coefficient de frottement dynamique, vous ne la rattrapez pas. Alors que si vous êtes accroché au début du virage, vous pouvez accélérer doucement, et vous allez sentir le moment où ça se met à déraper. Donc c'était ça l'idée de rentrer doucement dans les virages. Voilà. Bon, on va accélérer un petit peu pour la suite. On va faire l'exercice 5.5 sur les changements de référentiel. Oh là là là. Ça me gonfle ces trucs. Donc sur les changements de référentiel, en fait, essentiellement. Donc c'est le 5.5. Donc le 5.5, c'est l'histoire de la bête qui est sur une aiguille de l'horloge de Big Ben et qui se promène sur un rayon. Voilà. Je sais pas si vous avez déjà eu Big Ben, c'est une grosse horloge. Donc elle part du milieu. Elle part du milieu ou du bord, je sais plus. Elle va du centre de l'aiguille jusqu'au bord. Elle part de là. Elle va vers là à une vitesse constante. Donc, R, le référentiel terrestre, est R', le référentiel de l'aiguille des minutes de l'horloge. Donc, elle part à midi et elle arrive à 13h au bord. Bien. Donc, on va poser la question
Quelqu'un d'entre vous, tiens, j'en prendrai un au hasard. Christophe Butin, par exemple. Euh, Ah mais si, vous trichez en fait. Par exemple, si je prends Juliette Clérin qui est là. Mais en fait, quand je vois une caméra apparaître, c'est que vous l'avez pas allumée, c'est ça? Madame Clérin? Allô? C'est ça, exactement. Bah, vous pouvez l'allumer, s'il vous plaît? Maintenant, je vous interroge, comme ça tombe bien. Donc, Madame Clérin... Elle marche pas, il y a beaucoup de caméras qui marchent pas. Bah, du coup, c'est vous qui répondez à la question. Quelle vitesse elle va, expliquez-moi ce que vous en pensez de ce problème. Expliquez-moi ce que vous pensez de ce problème de la bête qui part du milieu, qui va au bord, elle part à midi du milieu, elle arrive à 13h au bord. À votre avis, elle va à quelle vitesse? Alors, je vais vous dire, ouais, alors, dites-moi tout. Déjà, pour vous, ça veut dire quoi le référentiel R et le référentiel R'? Non, c'est ça qu'il fait, hein, il va bien du début du centre au milieu. Pour faire delta L, qui est égal à combien? Je sais pas combien il fait delta L. Il vous le donne dans l'énoncé. C'est combien? Bah, dans les c'est 3,5 mètres, mais par du centre, c'est pas mal. Je sais pas, c'est le rayon ou c'est le diamètre? Je sais plus. C'est le diamètre ou le rayon? Je sais plus qui nous donne l'histoire. Euh, la grande aiguille, ben non, c'est 3,5 mètres parce que la longueur, je pense que c'est le rayon qui nous le donne. Non, si c'est une horloge, je pense qu'il donne le rayon comme ça, non? Enfin, je suppose. C'est pas très grave, de toute façon. Donc la vitesse, c'est quoi? C'est delta L sur delta T. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'était la question 1. Question 2. Question 2. Je vais faire le cours à ma place. Putain, faites gaffe, il y a notre prof qui est rentré. La vitesse de rotation. Alors, à votre avis, est-ce que quelqu'un d'autre pourrait répondre? Pas toujours les mêmes qui répondent. Ou à plusieurs, hein, pour répondre à plusieurs, hein, si vous voulez. Alors, je crois que les deux derniers, Walid Biki a déjà répondu et Yacine Lelouch aussi. Alors, on a Thomas Coulon, on monte dans la liste. Vous êtes là, monsieur Coulon? Non, il n'est pas là. Où il se cache? Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ça, le θ-point là. C'est super liste. Alors, à votre avis, que vaut le θ-point? Est-ce que quelqu'un se jette à l'eau pour le θ-point là? Alors, qu'est-ce que ça vaut ce θ-point? Est-ce que quelqu'un a une petite idée de ce que ça vaut? Alors, c'est pareil. Le référentiel R', on l'a dit tout à l'heure, c'est le référentiel. Vous êtes une petite bête qui tourne sur l'horloge. D'accord? θ-point, c'est quoi pour vous? C'est ça, c'est la première chose. Pour vous, c'est quoi une vitesse angulaire? Monsieur, Ouais? on a la vitesse. Ouais? Ouais, je sais pas en vrai. Parce qu'on peut peut-être penser que V est égal à R.ER plus θ.E θ. Ouais, ça c'est vrai. Et nous, on s'intéresse à θ.E θ. Ouais. Après, En fait, c'est exactement ce qu'on est en train de nous faire dans cet exercice, vous avez raison. On est en train de nous faire décomposer le mouvement exactement comme vous le dites. D'accord? Simplement, là, on est en train de vous montrer, en fait, on est en train de vous faire faire ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on est en train de vous faire décomposer le mouvement en rond-point, ce que vous avez fait dans la question 1. Et la question 2, on vous demande le terme en θ-point, si vous voulez. Ok. Donc la question, c'est que vaut la vitesse angulaire dans ce là, à votre avis? La vitesse angulaire, c'est pas de pi par heure. Bah oui, tout à fait. Tout à fait. D'accord?
Pas compliqué, hein, faut pas chercher des choses complexes. Donc la vitesse angulaire, c'est 2 pi par heure. Une horloge. L'horloge, elle fait 3600 secondes. Voilà. Ou alors, si vous voulez, oméga, du coup, égal là, c'est 1 sur 3000, 1 sur 3600, c'est ça. Bon, ben voilà, vous avez compris. Alors, question 3. Bah, question 3, c'est facile. Allez, vous allez me faire ça vite fait. Dans le repère RPM, c'est quoi la longueur par rapport au temps? Alors, je suis une petite bête posée sur mon aiguille de mon horloge. Pardon, de mon horloge. C'est quoi la longueur, la distance par rapport à l'origine en temps, à votre avis? Alors, on va demander ne le prenez pas pour vous et je suis incapable de savoir qui est qui, donc c'est au hasard. Monsieur Antoine Dumarché, est-ce qu'il a une idée de savoir quand je suis un petit bonhomme sur mon aiguille, là je regarde ma puce qui s'éloigne à une vitesse constante, c'est quoi la distance? Côté, Hmm. Dites-moi, à votre avis, c'est quoi la distance? la position, Ouais, la position, là. bah, du coup, ce serait B fois T. Tout à fait. Ouais, mais n'hésitez pas à parler, hein, vous avez tous la réponse. Voilà. Et puis alors le quatrième point, on vous demande, mais alors finalement l'angle par rapport au temps, c'est quoi, monsieur Benoît Caron, tenez. Alors, il tourne à une vitesse constante, à une vitesse θ point, ou c'est quoi ça, l'équation horaire de l'angle? Mhm. L'équation horaire de l'angle, qu'est-ce que ça peut bien être? Il tourne à une vitesse θ point constante, d'accord? Qu'est-ce que c'est que l'équation horaire de l'angle? Θ de t, il vaut quoi? À votre avis, alors, quelqu'un d'autre va venir à sa rescourse? Lucie Modenel. Elle est là, Lucie Modenel? Oui, Qu'avez-vous une idée? Oh là là, elle a eu plein de. Ah, mais c'est pas vous qui avez eu. vous m'entendez? Ouais, ouais, je j'entends, mais je vois votre photo, je sais pas ce que c'est, ça me dirait une remise de prix. Oui, c'est une photo de mon équipe. Ah, c'est vous faites quoi déjà? Du handball. Ah oui, c'est ça, vous êtes dans le. Ou là, je confonds avec quelqu'un, enfin, c'est pas grave. Et donc, vous avez une idée du θ de t, vous? Une quoi? Une idée du θ de t, c'est-à-dire qu'on a un système qui tourne à une vitesse angulaire constante. Non, j'ai pas d'idée. Bah, je fais 5 radians par minute, ça fait combien de. Ah oui, je suis con, j'ai donné la réponse. Donc si je fais 5 radians par minute, combien je fais au bout de 10 minutes? Euh, 50? Voilà. Donc si j'ai une vitesse constante θ point, au bout de la θ en fonction du temps, c'est quoi l'équation? J'entends pas. Si excuse-moi, je suis loin du machin. Si je fais si une vitesse constante θ point de t, au bout, c'est quoi l'équation de θ de t? Si je fais x radians par seconde pour avoir l'angle en fonction du temps, je fais quoi? Enfin, on multiplie par les secondes Voilà. Donc, qu'on demande. voilà. Donc θ de t, ça me donnerait quoi comme, euh, comme truc? Θ de t égale quoi en fonction de θ point? C'est une onde de fois. C'est de quoi? Enfin, Voilà. Θ de t est égal à θ point fois t. quoi? Ouais, ouais. 5 radians par seconde fois le temps.
Souvent, on l'a pris oméga t, on préfère l'écrire en radio. Ok? Monsieur, Oui. du coup, ça revient juste, enfin, on peut juste intégrer θ point, quoi. Ou pas? Ah oui, θ de t, vous voulez. Ouais. Bah non, c'est la même chose, parce que θ point de oméga t ou θ point fois t, c'est intégré, si vous voulez. Parce que si vous voulez θ point, je vais mettre en bleu quand je fais des apartés, d'accord? Θ point, c'est dθ sur dt. D'accord? Donc quand on l'intègre, ça vous fait bien θ égale θ point fois t. Si on met égal θ de 0 égale. D'accord? La question suivante, qui est la dernière, donnez l'équation horaire de l'angle θ de t dans le référentiel R, donc ça on vient de le voir, en déduire la relation R de θ. Donc, il vous demande de regarder ça, puis de regarder ça, et de m'en tirer une relation entre L et θ. Est-ce que quelqu'un pourrait essayer de me faire ça? Alors, comment est-ce que vous verriez, pour faire entre ça et ça, une relation qui me relie L et θ? À votre avis, qu'est-ce que vous pourrez faire? Bêtement, je dirais que c'est la somme des deux, mais je pense pas que c'est ça. C'est plus simple que ça. On l'a déjà fait, c'est une astuce qu'on avait fait quand on avait utilisé, quand on avait fait les équations, vous savez, le vol parabolique, le chute dans le truc dans le vide, le tir dans le vide. On avait utilisé cette astuce pour se débarrasser du temps dans les équations. Regardez bien. Comment on pourrait faire pour se débarrasser du temps dans ces équations? On fait passer en inde, Mhm, enfin, d'abord on isole le temps en mhm. fonction de Ouais, la vitesse et tout, et puis on injecte dans la fréquence. voilà, tout à fait. Donc je vais appeler ces équations 1 et 2. Donc de l'équation 1, je vais tirer que t est égal à L divisé par V. Et dans l'équation 2, j'écris que θ est égal à oméga t, c'est égal à oméga L sur V. D'accord? Là, on vous le demande en L ou en θ d'ailleurs? On demande en L. Ce qui fait que L est égal à θv divisé par oméga. C'était ça la réponse. Bien. Alors, à votre avis, ça a quoi comme tête, ce machin? Que quelqu'un devine ce que ça a comme tête. Par rapport à quoi? Par rapport à θ ou par rapport à... Bah, de façon. Ça a quoi comme tête, une courbe comme ça, à votre avis? Qu'est-ce qui va. Alors, le truc, il part de. D'accord, il part du centre. Puis
Puis quand ça tourne, qu'est-ce qui lui arrive? Quand j'augmente θ, qu'est-ce que fait L? Elle fait une rotation. Ouais, quand j'augmente θ, L il fait quoi? Il augmente ou il diminue? Ça Ça augmente, tout à fait. Donc finalement, ça va faire quoi à peu près? Ça fait que augmenter, hein, ça quand c'est linéaire. La fonction, elle augmente en fonction de θ, elle fait que augmenter. Donc sur mon dessin, ça va faire quoi? Si je tourne et que j'augmente en même temps L, ça fait quoi? Quel type de figure? Essayez d'imaginer là. J'augmente θ et je m'éloigne de l'origine. Quoi? Ouais, ça fait une spirale. Alors, ceci dit, c'est pas dit qu'elle soit ouverte ou fermée, parce que après un tour, on s'éloigne de 2pi v sur oméga. D'accord? Donc la question, c'est est-ce que 2pi v sur oméga est plus grand que L, que R, pardon. C'est-à-dire que si 2pi v sur oméga est plus ou moins grand que R, il y a deux solutions. Quand j'ai fait un tour, je peux très bien retomber dans un cas, bon, super mal fait, il y a deux cas. Soit j'ai une spirale comme ça, puis j'ai plusieurs tours dedans, soit je peux avoir le cas 2 où j'ai une spirale comme ça. D'accord? Elle n'a pas le temps de faire un tour complet dedans. Ça va dépendre de ce paramètre-là. Ça dépend de ce paramètre-là. C'est 2pi sur v oméga qui est plus grand ou plus petit que le rayon. Si 2pi r oméga est plus grand que le rayon, vous ne rentrez pas un seul tour dedans, donc vous sortez votre spirale tout de suite. D'accord? Ça, c'est si la bestiole va très très vite vers l'extérieur. Si elle va très lentement, elle a le temps de faire plusieurs tours avant d'atteindre l'extérieur. D'accord? Voilà, ça c'est le seul petit exercice qu'on voulait vous faire sur le changement de repère. Ok? Il est très facile, hein, vous le regarderez chez vous. pour 2pi v sur oméga, s'il vous plaît. Quand vous regardez la longueur, d'accord, parcourue sur le long de l'aiguille, d'accord, la longueur c'est pi θ fois v sur oméga. Ok? Quand θ vaut 2pi, donc elle a avancé d'une longueur qui vaut 2pi fois v sur oméga. Parce qu'elle a fait un tour. Quand vous avez fait un tour, vous avez fait θ égale 2pi. Ok? Donc est-ce que cette longueur-là l'envoie au-delà de R ou pas? C'est la question qu'on se pose. Donc si au bout d'un tour, elle se retrouve à une distance plus grande que R, ben, ça veut dire qu'au bout d'un tour, elle s'est arrêtée, elle n'a pas dépassé le bord, si vous voulez. Donc elle n'a pas le temps de dépasser. Sinon, elle fait plusieurs tours dans le truc. D'accord, merci. Alors maintenant, nous allons attaquer. Alors attendez, je ne fais pas trop le bazar dans mes notes. Voilà, donc maintenant, le grand chef, il avait dit qu'on devait faire les exercices 6, 10 et 6. Ouais. En fait, la force de Coriolis, elle apparaît exactement là. Mais le chef n'a pas prévu ça. De toute façon, je pense pas qu'on va trop vous embêter avec la force de Coriolis, parce que c'est un truc qui est quand même assez compliqué. Mais ce qu'on va faire, c'est que vous lui demanderez s'il y a... Non, je crois pas qu'il y a des forces de Coriolis dans les exercices. Je crois pas qu'il y en ait vraiment. Non, on n'en a pas sur la force de Coriolis. C'est assez compliqué parce que la force de Coriolis, ça arrive sur les compositions des accélérations. Et vous avez vu que la composition des accélérations, c'est un truc quand même super compliqué. Donc pour ça, je pense pas qu'on vous en donnera parce que c'est vraiment assez complexe. Ne faites pas trop de soucis là-dessus. Les changements de repères à votre niveau, ça sera vraiment des choses très simples. Alors si vous voulez vraiment les travailler, ce que vous pouvez faire, je sais pas ce qu'ils vous donnent à faire. Attendez. 6-2 et 6-7, je vais regarder ce que c'est à faire chez vous. Les changements de repères, qu'est-ce qu'on peut vous donner à faire?
fait, c'est le 5-1. Le 5-1, il récapitule à peu près tout ce qu'on va vous donner à faire. 5-1 et 5-7. Le 5-8, il est marrant, mais il est très... le 5-8, c'est plein d'astuces. Mais c'est assez marrant pour savoir quand on gagne du temps ou pas quand on est en avion. C'est assez marrant, le résultat. Alors, on va faire le 6-10 et le 6-8. Alors, là, quand on attaque des problèmes sur l'énergie, le travail, ce genre de choses, il y a un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est que l'avantage, c'est que c'est des grandeurs scalaires. Donc ça, en général, vous aimez mieux, parce que du coup, il n'y a pas de vecteur, parce que c'est des scalaires. Par contre, ce qui en général vous pose problème, c'est du fait que ce soit des scalaires, c'est plus facile. On a des fois tendance à faire, je dirais presque un petit peu n'importe quoi. Donc, il faut quand même faire bien attention à ça. Ensuite, il y a un théorème qui est quand même assez sympa. C'est le théorème de l'énergie cinétique qui nous permet de nous débarrasser de plein de choses dès que les forces sont conservées. Donc, en gros, pour faire les choses simples, ce que vous devez retenir sur les énergies. Essentiellement, quand vous n'avez pas de frottement, l'énergie mécanique se conserve, et quand vous avez des frottements, elle ne se conserve pas. Donc, vous imaginez l'énergie totale comme un truc qui se répartit entre énergie mécanique et énergie cinétique, d'une façon ou d'une autre au cours du mouvement. Jusque-là, tout va bien. Et puis quand il y a des frottements, c'est comme si vous aviez un trou dans votre truc. Donc ça se balade toujours d'énergie cinétique en énergie mécanique, mais au cours du temps, il y a un trou. Donc il y en a un peu qui se paume. Donc à la fin, le total, vous en avez une. Voilà. Donc dès que vous avez des frottements, ça marche. Bien. J'ai toujours tout le monde en ligne. C'est bon, j'envoie la pub là, non, c'est bon. Bien. Donc nous en sommes à la pêche au saumon. Et faire un saumon de 10 kg. Nageur à la vitesse. Je crois que ça nage beaucoup plus vite, ça, un saumon. Ouais. Et donc il le trimballe et il l'immobilise sur une distance d qui est égale à 20 cm. Et calcule la valeur du travail nécessaire pour arrêter le saumon. Alors comment vous attaqueriez ce problème? Qui c'est qui aurait une idée? Alors. Cher ami, je file. À lundi? C'est là lundi? Ouais. Ils sont en cours. Et si tu veux faire le télé? À lundi. Bon week-end. Ouais. Alors, j'ai mon saumon qui nage à 3 mètres par seconde et qui se fait arrêter. Il faut quelle énergie pour arrêter cette bête? Hein? Ouais, mais on va finir ça quand même, non? Bon, allez, je vous le fais vite fait. Alors, j'ai un saumon que j'arrête. Alors, j'ai un saumon que j'arrête. Il a une vitesse V. Le travail d'une force. D'accord que c'est l'intégrale de F dl. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. J'écris que le travail de la force, c'est la variation d'énergie cinétique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Donc, ce qu'on dit simplement, c'est que le travail qui est égal à F fois dl,
on va dire que c'est F fois delta L, parce qu'on considère que c'est en ligne droite. D'accord? C'est égal à 1 demi de M V1 au carré moins 1 demi de M fois V2 au carré. Ça, on va dire que c'est égal à 0 parce que le saumon est arrêté. Ça, on dit que ça fait combien? Ça fait 20 cm. Putain, le mec, il pêche sérieux. Et ça fait ce qu'on a dit au départ, c'est-à-dire que ça nous fait 3 mètres par seconde. Et ça fait 10 kilos. Et on obtient que la force pour arrêter, que le travail, alors je sais pas pourquoi je calcule le travail, c'est 45 kJ et que la force, c'est 225 newtons. Alors, ça, c'est quand même pas rien. 225 newtons, ça fait 20 kilos. Alors, le problème, c'est que vous arrêtez. Alors, c'est là que vous voyez qu'il y a quand même un problème, c'est que vous êtes en train d'arrêter un truc qui bouge. D'accord? Parce que, en fait, ce qu'il y a, c'est que ce que vous récupérez, c'est qu'un saumon, il fait 10 kilos. Mais du fait que vous êtes en train d'arrêter une bestiole qui lançait, ben, vous faut une ligne qui tient 20 kilos. D'accord? Ce qui fait que là, on voit bien qu'en fait, ce que vous êtes en train de récupérer, c'est l'énergie de votre saumon. D'accord? Et pour récupérer cette énergie, ben, il faut une ligne qui travaille. Et pour que la ligne travaille, il faut que vous appliquiez une force qui est quand même un peu plus grande. D'accord? Ça, c'est pourquoi, si vous voulez, vous comprenez pourquoi, par exemple, quand vous avez, ça a dû vous arriver déjà, vous prenez un fil, vous suspendez un truc et puis vous dites ça tient, mais si vous le lancez vers le bas, ça casse. D'accord? Mais vous avez dû faire cette. C'est le principe d'arracher les dents en claquant les portes. Bon, c'est un peu violent, je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais vous tirez sur une dent, ça a une dent qui branlotte. Je veux dire, quand vous étiez gamin, vous tirez dessus, ça tient, mais si vous lancez un grand coup dessus, ça pète. Ben ça, c'est exactement ce que vous voyez ici comme principe. Quand vous arrêtez un saumon sur une distance de 20 cm qui va à 3 mètres par seconde, et ben sur 10 kg, il faut en fait une ligne qui tient 22 kg. D'accord? Donc c'est ce que vous venez de voir ici. D'accord? Donc ça, vous le trouvez comment? Ben, vous dites que le travail des forces est égal à la variation d'énergie cinétique. Vous trouvez 45 kJ, ça c'est 1000 MV1. Vous écrivez que c'est F fois DL. D'accord? Et vous devinez aussi que plus vous arrêtez sur une longueur qui est grande, parce que je ne vous ai pas marqué la formule, mais vous trouvez de façon évidente, vous trouvez que F, c'est égal à 1 demi de MV2 divisé par delta L. Okay. Donc vous trouvez que plus vous l'arrêtez sur une longueur qui est grande, moins vous avez de force à donner. D'où le fait que quand vous avez... Alors ça, c'est ce que vous ressentez, de toute façon, qui est évident quand vous êtes en voiture, c'est que quand vous freinez très fort, vous êtes projeté vers l'avant. D'accord? Et en fait, c'est parce que vous sentez une force qui est très bon. C'est une accélération que vous sentez. Mais essentiellement, la force que vous devez faire pour arrêter une voiture vite, elle est d'autant plus forte si vous l'arrêtez sur une courte distance que si vous l'arrêtez sur une distance qui est beaucoup plus grande. Bon, ça, c'est une trivialité, je suis en train de dire. Mais en fait, ça va comme la vitesse au carré, comme l'inverse de la longueur. D'accord? Donc, c'est ce que vous êtes en train de sentir. Si vous voulez prévoir d'arrêter des choses qui sont sur une très courte distance qui vont vite, il faut des très très grosses cordes. Okay? Bien plus que si elle est mobile. C'est ça qu'on voit là. Voilà. Ok, donc ça c'était la pêche au saumon. Alors, l'exercice, la suite, qui était un tout petit peu plus complexe, c'est on dit maintenant que la force dépend de la longueur. Alors là, là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est qu'on vous dit maintenant que la force, d'accord,
c'est égal à un coefficient de proportionnalité qu'on va appeler K fois L. Ok. Alors là où la chose devient un petit peu plus compliquée, c'est que le travail que vous aviez ici, si vous l'écrivez, c'est toujours égal à l'intégrale de f fois dl. D'accord. Sauf que cette fois-ci, si vous vous souvenez ici, j'avais écrit f dl, bah, tranquille, Bill, c'est simplement f fois l, l'intégrale. C'est pas que j'avais oublié. F dl, c'est simplement f fois l. Sauf que ici, c'est pas tout à fait vrai. Parce que c'est kl fois dl. Ça, je peux pas tout à fait en faire la même chose. Ok. Alors, c'est pas tellement plus compliqué. C'est simplement que ici, vous voyez ce que j'avais fait comme une brute. Alors, si vous voulez, je vais vous le détailler pour que vous voyez bien ce que j'avais fait ici. Hein, pour que vous puissiez comparer. Ici, ce que j'avais dit, c'est qu'une intégrale de f dl, c'était égal à f fois une intégrale de dl. Et ça, j'ai le droit de le faire parce que... J'ai le droit de le faire, excusez-moi, je l'écris bien, parce que f est une constante. Et l'intégrale de dl, ça devient simplement grand delta L ou L, pardon, ça devient simplement L, où L est la longueur sur laquelle je me suis déplacé. Mais ça, vous voyez que c'est vrai que je peux sortir mon f ici, qui est bien une constante. Alors que ici, mon f, je le transforme en KLDL, donc je peux, là pour le coup, sortir mon K, qui est bien une constante, mais il me reste toujours ce truc-là devant. Ok. Bien. Eh bien, je vais vous laisser finir ça pour la semaine prochaine, d'accord? Et je vais vous donner à faire les exercices suivants qui sont les 6-2 et 6-7, d'accord? Comme ça, on avancera un petit peu. Donc, je vous conseille, donc, c'est lequel celui-là qu'on a fait, c'est le 6-8. Donc, la semaine prochaine, vous faites 6-2, 6-7. Ok? J'en ai oublié, là, je voulais faire. Donc, 6-2, 6-7, 6-10, voilà. Ça serait complet. Voilà, 6-2, 6-7, 6-10, ça, je le corrigerai rapidement à la fin. Ok? C'est bon pour tout le monde. Alors, pour la semaine prochaine, j'enverrai un lien. Je mettrai sur Discord le lien que j'utiliserai parce qu'apparemment, avec celui de Julien, j'arrive pas à me connecter avec ma tablette. Donc, c'est ça qui a posé problème. Est-ce que quelqu'un a des questions sur ce qu'on vient de faire? Sinon, j'essaierai autant que faire se peut de me connecter peut-être 10 minutes avant, comme ça, si vous avez des questions, je peux y répondre directement, et puis j'essaierai d'avoir corrigé le partiel pour la semaine prochaine. D'accord? Donc, je m'excuse encore pour le raté du début de séance, là, donc c'est simplement le... Je sais pas comment il a fait sa réunion, je crois qu'il a mis des autorisations un peu bizarres. Donc, du coup, je peux me connecter. Voilà, je vous remercie, puis bon après-midi, bon week-end. Au revoir à tous. Bonne journée. Au revoir. À tous, au revoir. Au revoir.